Au cœur des eaux chaudes du Pacifique, une île semble encore échapper au XXe siècle. Ici, l'industrie moderne bourdonne à côté de villages dont les gestes paraissent inchangés depuis 1000 ans. Avec 843 langues vivantes, près d'une langue sur 8 parlées sur Terre, ce pays forme une mosaïque humaine d'une richesse vertigineuse. Dans ces terres sauvages, la richesse ne se compte pas seulement en or, mais en cochons. Le prix d'un mariage peut se payer en bétail et en une seule pièce. Des hommes passent 18 mois à faire pousser leurs cheveux pour les transformer en couronnes cérémonielles. C'est aussi un territoire où, il y a encore peu de temps, une maladie mystérieuse a déconcerté la science mondiale avant de mener à un prix Nobel. Abritant 5% des espèces de la planète sur moins de 1% de sa surface terrestre, ce fut l'un des derniers lieux cartographiés par des étrangers, et il reste aujourd'hui l'un des moins visités. Bienvenue en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 1800 langues, 600 tribus. La Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite 843 langues vivantes, soit environ une langue sur 8 encore parlées dans le monde, concentrée dans un pays plus petit que le Texas. Pour les linguistes, c'est le pays le plus diversifié linguistiquement de la planète, et aucun autre ne s'en approche vraiment. Certaines langues papoues ne sont parlées que par moins de 50 personnes. Beaucoup n'ont jamais été écrites. Comment une telle diversité a-t-elle pu naître? La réponse tient en un mot: la géographie. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, ces hautes terres étaient presque impossibles à atteindre. Des vallées grandes, comme de petits pays européens, étaient séparées par des crêtes que les étrangers n'avaient jamais franchies. Chaque vallée a donc gardé ses propres mots, ses récits, sa manière de compter les lunes. Ainsi, des enfants grandissent souvent avec 3 ou 4 langues avant même de savoir lire. La langue du village à la maison, celle d'un voisin pour le commerce, l'anglais à l'école et le tok pisin au marché. Le tok pisin est une langue créole née du mélange de l'anglais, de l'allemand, du malaise et de langues mélanésiennes. Un bébé se dit pikinini. Bonjour se dit morning. Et un hélicoptère, avec une poésie inattendue, peut devenir Mixmaster bilangue Jésus. Le mixeur appartenant à Jésus. Malheureusement, une douzaine de ces langues se sont déjà tues, et chacune d'elles emportait avec elle un univers de mémoire, de savoirs médicinaux et de chants. Ces 843 langues isolent ce pays du reste du monde. Mais rien ne prépare vraiment à rencontrer le premier homme qui laisse pousser ses cheveux pendant 18 mois pour les porter comme une couronne. 2. Les hommes à perruque Uli et les hommes debout à sarrau. Dans les hautes terres du Sud, un jeune homme s'enfonce dans la forêt et commence l'un des rituels esthétiques les plus étonnants de la planète. Il cesse de couper ses cheveux. La nuit, il dort sur un oreiller en bois pour ne pas en écraser la forme. Chaque matin, il asperge sa tête d'eau sacrée. Il poursuit cette discipline pendant 18 mois. Puis ses cheveux sont rasés, modelés en arc, décorés de plumes d'oiseaux de paradis et de fourrures de couscous. Le résultat est une couronne vivante, une perruque cérémonielle portée par les Uli Wigmen. Elle n'est ni achetée, ni empruntée. Elle est cultivée. Les jeunes hommes Uli entrent dans de véritables écoles de perruques, sous l'autorité d'un maître plus âgé. Les règles y sont strictes, certains aliments sont interdits, certains chemins ne doivent jamais être empruntés. Une seule erreur, et tout doit recommencer depuis le début. Un homme Uli peut posséder plusieurs perruques. Une pour le quotidien, une pour les cérémonies, et pour les anciens honorés, une perruque rouge réservée aux funérailles. Plus à l'est, près de Goroka, les hommes debout à sarrau surgissent de la forêt comme des silhouettes sorties d'un rêve éveillé. Leur corps est couvert d'argile claire, puisée dans les rivières. Leur visage disparaît sous des masques grotesques en boue cuite. Selon la tradition, leurs ancêtres auraient été vaincus par un clan rival. En fuyant à travers une rivière au crépuscule, ils seraient ressortis couverts d'argile. Leurs poursuivants, croyant voir des fantômes surgir de l'eau, auraient pris la fuite. Les Asaro venaient de découvrir une arme plus ancienne que la lance, la peur. Aujourd'hui, les deux groupes se produisent devant les foules, des festivals et les caméras. Mais ces perruques et ces masques ne sont pas de simples costumes. Ce sont des biographies visibles, des traces de ce que quelqu'un est et de ce que ses ancêtres ont traversé.
Et cette même forêt a donné au pays un autre mystère, celui d'une femme qui porte toujours. 3. Les femmes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est ici que la Papouasie-Nouvelle-Guinée devient l'un des pays les plus mal compris au monde. Pendant longtemps, des vidéos superficielles ont présenté les femmes de PNG comme un spectacle. La réalité est bien plus puissante. Dans tout le pays, les femmes accomplissent le travail invisible qui maintient les villages en vie. Elles cultivent les jardins de patates douces et de taro, portent les enfants et le bois de chauffage dans un sac tissé appelé bilum, et continuent de faire vivre la famille longtemps après le départ des hommes vers les plantations ou les villes. Un seul bilum peut demander 9 mois de tissage, exactement le temps nécessaire pour porter un enfant. Certaines femmes disent que ce n'est pas une coïncidence. Dans les îles Trobriand, l'histoire prend une autre direction. Elles font partie des rares sociétés ouvertement matrilinéaires du Pacifique. La terre se transmet de mère en fille. L'enfant appartient au clan maternel. Pendant la fête de la récolte des ignames, les jeunes femmes célèbrent l'abondance par des danses de séduction joyeuses, une tradition que l'anthropologue Bronislaw Malinowski a rendue célèbre dans un livre publié en 1929. Au Trobriand, les femmes ne participent pas seulement à l'économie. Elles la possèdent. Sur le continent, la situation est différente. Dans les Hautes-Terres, une mariée est accueillie dans le clan de son mari par une offrande traditionnelle de cochons et de coquillages, appelée prix de la mariée. 20 cochons, des colliers de coquillages kina et parfois de l'argent liquide changent de main. Pour ses défenseurs, c'est un honneur public. Pour ses critiques, cela peut rendre la sortie d'un mariage plus difficile qu'elle ne devrait l'être. La vie reste dure pour beaucoup de femmes papou-néo-guinéennes. Le gouvernement reconnaît que les difficultés liées au genre y figurent parmi les plus élevées du Pacifique. Pourtant, les femmes réagissent. Vendeuses de marché, policières, pasteurs, elles réécrivent peu à peu l'histoire. En 2022, le pays a élu sa première femme gouverneure provinciale. Imaginons Christine, inspirée de plusieurs tisseuses filmées. Elle se lève à 5 heures, marche 1 heure jusqu'au marché, vend des bilums cousus à la lueur d'une bougie et nourrit 5 enfants. Elle n'est pas une victime, elle est l'économie. Une femme de PNG porte tout un pays sur son dos, souvent avec un bébé attaché par-dessus. 4. Cochon, prix de la mariée et économie clanique. Pour un regard extérieur, un cochon est un repas. Pour un habitant des Hautes-Terres, c'est à la fois un compte bancaire, un traité de paix et une licence de mariage. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les cochons sont une monnaie. Le statut social d'un homme se mesure au nombre de cochons qu'il possède, mais surtout au nombre de cochons qu'il a donnés. Un big man, chef local respecté, n'est pas celui qui garde le plus de viande, mais celui qui organise les plus grands festins. Quand un jeune homme souhaite se marier, sa famille entame parfois la négociation la plus longue de sa vie. Dans les Hautes-Terres, le prix classique tourne autour de 20 cochons et d'un kina. À la fois pièce nationale et coquillage nacré, utilisés comme monnaie depuis des siècles. Les cochons sont conduits lentement jusqu'à la famille de la mariée, le dos peint, les pattes attachées avec des liens colorés. Une simple dispute sur le décompte peut retarder un mariage pendant des années. Lors d'un moka, grand festin d'échange des Hautes-Terres, des centaines de cochons peuvent être offerts en une seule fois. La fumée s'élève dans la vallée pendant des jours. Les invités mangent parfois plus de viande en une après-midi que certains occidentaux en une année. Et voici le plus beau renversement. La famille qui donne le plus de cochons gagne la journée. La richesse se prouve par la générosité. Un rapport de 2024 du PNG National Research Institute estime que plus de la moitié des mariages dans les Hautes-Terres impliquent encore une forme d'échange liée au prix de la mariée. Les jeunes couples divisent désormais parfois le paiement. Moitié cochon, moitié argent liquide, et quelquefois même un pick-up d'occasion. Ainsi, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'homme le plus riche est souvent celui dont la cour contient le moins de cochons. Parce qu'il les a déjà tous donnés. 5. Wantok, le système de parenté. Si vous vous fouliez la cheville dans un village papou-néo-guinéen dont vous n'aviez jamais entendu parler, quelque chose de remarquable se produirait. Quelqu'un vous porterait, quelqu'un vous nourrirait,
Quelqu'un appellerait des cousins dans 3 provinces. Vous ne resteriez pas longtemps un étranger. Voilà ce qu'est le Wontok. Le mot vient du Tok Pisin et signifie littéralement une parole ou une même langue. Il désigne quelqu'un qui parle votre langue, puis, par extension, quelqu'un de votre clan, de votre village, de votre peuple. Dans un pays aux 843 langues, parler comme vous devient presque un passeport. Depuis des siècles, le Wontok constitue le filet de sécurité sociale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il n'existe pas de pension nationale forte, ni d'État-providence à l'occidental. Le Wontok comble ce vide. Vous perdez votre travail. Un Wontok vous nourrit. Votre maison brûle. Des Wontoks la construisent. Un proche meurt loin de chez lui. Des Wontoks peuvent porter le cercueil sur 3 provinces s'il le faut. Dans un vlog populaire de 2023, un expatrié ayant vécu 12 ans à Port Moresby écrivait que la négativité des médias internationaux cache la vraie face du pays. Des gens généreux, chaleureux et protecteurs. Son commentaire est devenu l'un des plus aimés, avec des centaines de Papous néo-guinéens le remerciant d'avoir dit la vérité. Mais le Wontok a aussi son ombre. Comme il est difficile de dire non à sa famille, ce système peut déborder dans les bureaux et ressembler à du favoritisme. Il peut aussi épuiser un seul salarié obligé de soutenir des cousins éloignés avec un unique revenu. Pourtant, rien ne définit mieux ce pays que le Wontok. Dans un monde qui isole les individus, la Papouasie-Nouvelle-Guinée reste un lieu où un parfait inconnu est simplement un Wontok que l'on n'a pas encore rencontré. 6. Tabous et règles sacrées. Chaque culture possède ses règles silencieuses, mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elles plongent profondément dans la vie quotidienne. Les briser par accident peut coûter à un visiteur une amitié ou un repas. Première règle, ne jamais pointer du doigt. Les adultes indiquent une direction avec le menton ou les lèvres par un léger mouvement de bouche. Si un homme uli avance les lèvres vers vous, il ne vous drague pas. Il vous montre où aller. Deuxième règle, ne jamais enjamber la nourriture. La nourriture est sacrée, surtout les légumes verts et les patates douces cultivées par les femmes. Passer au-dessus d'une assiette ou d'un rang de jardin est censé porter malheur à la personne qui a cultivé ces aliments. On contourne. Troisième règle, les noms ont du pouvoir. Dans de nombreux clans des Hautes-Terres, une femme peut ne jamais prononcer à voix haute le nom de son beau-père durant toute sa vie. Elle l'appelle le grand homme. Dire son nom est considéré comme pouvant apporter la maladie. Quatrième règle, la maison des esprits n'est pas un musée. Dans la région du Sepik, chaque village possède un haut tambaran, une grande maison des hommes sculptée de visages ancestraux. Seuls les hommes initiés peuvent y entrer. Lever un appareil photo vers le toit sans permission peut mettre fin à une visite immédiatement. Ce sont des temples vivants. Cinquième règle, dans certaines vallées reculées, des femmes se retirent chaque semaine pendant leur cycle dans une petite hutte dédiée. Les femmes modernes de PNG redéfinissent cette coutume, mais dans les villages où elle existe encore, cette hutte n'est pas forcément une prison. Elle peut être une pause, parfois le seul endroit où les femmes parlent librement entre elles. Sixième règle. Les cochons ne sont pas une plaisanterie. Prendre un cochon qui ne vous appartient pas peut déclencher un conflit clanique durant des générations. Septième règle. La forêt n'est jamais vide. Des esprits habitent certains arbres, certaines grottes, certaines pierres. Des habitants préfèrent marcher 1 kilomètre de plus plutôt que d'emprunter un sentier maudit après la tombée de la nuit. Ici, le visible et l'invisible sont voisins. Mais derrière chaque visage peint existe une histoire qu'aucun étranger n'a le droit de filmer. Et l'une d'elles commence avec un plat longtemps interdit. 7. Les festivals Sing Sing. Une fois par an, dans une ville de montagne appelée Mount Hagen, la poussière de la route semble se transformer en paillettes. De tous les coins des Hautes-Terres, des danseurs coiffés de plumes gravissent les collines à pied. Des ornements d'eau se balancent, des visages peints de rouge et de jaune s'illuminent, des pieds nus frappent la terre. C'est le Sing Sing. Pendant quelques jours, la Papouasie-Nouvelle-Guinée devient l'un des spectacles les plus saisissants de la planète. Les Sing Sing les plus célèbres sont le Mount Hagen Cultural Show et le Goroka Show. Tous deux ont commencé dans les années 1960 comme événements de paix.
une façon d'amener des clans rivaux à se mesurer par les plumes plutôt que par la violence. Aujourd'hui, plus d'une centaine de groupes, appelés Sing Sing Bunch, occupent le terrain. Certains portent des perruques uli, grandes comme des parapluies. D'autres se couvrent entièrement d'argile blanche. Certains portent des tambours aussi hauts qu'un homme. D'autres arborent des coiffes en plumes de casoar de 2 mètres de large. Chaque danse raconte une histoire. Une récolte, un mythe de création, le souvenir d'un jour ancien. En 2024, une performance d'un groupe Asaro est devenue discrètement virale sur les réseaux sociaux du Pacifique. Leur lente progression ressemblait à une forêt avançant vers la caméra. Pour les Papous néo-guinéens, le Sing Sing n'est pas du folklore. C'est une identité en mouvement. C'est l'instant où un petit clan venu d'une vallée cachée se tient devant les caméras du monde entier et déclare « Nous sommes encore là ». Nulle part ailleurs sur Terre, 600 clans ne se rassemblent pacifiquement pour se surpasser en danse, en peinture et en chant. Le grondement de 200 tambours frappe la poitrine avant même que les yeux aient le temps de comprendre. Et quand la peinture commence à couler, les danseurs redescendent la montagne, traversant les marchés où l'on vend encore du mumu et du sagou, vers une autre tradition qui commence là où le festin s'achève. Oui, cuisine et aliments de survie. La cuisine papou-néo-guinéenne ne parle pas d'abord de restaurant. Elle parle de la terre. Plus précisément du four enterré appelé mumu, où tout un repas de village est enfoui sous des pierres brûlantes et des feuilles de bananier, puis laissé à cuire lentement pendant des heures. Un mumu commence par une fosse. On chauffe des pierres jusqu'à ce qu'elles soient brûlantes. On y dépose ensuite des patates douces, du taro, du manioc, des légumes verts, du porc et des poulets entiers enveloppés dans des feuilles de bananier. Puis viennent d'autres pierres chaudes, d'autres feuilles, et enfin une couverture de terre. 4 heures plus tard, on ouvre la fosse et le village mange. Un bon mumu peut nourrir 100 personnes. Ce n'est pas seulement un repas, c'est un événement. Au-delà de cette fosse, il y a le sagou, amidon extrait du palmier sagoutier, battu dans le tronc puis façonné en galettes élastiques. Il y a le kokoda, cousin pacifique du ceviche, où le poisson est mariné dans des agrumes et du lait de coco. Il y a les crevettes grillées de Kimbe Bay, le tilapia d'eau douce du Sepik, les petites bananes de montagne, si sucrées qu'elles semblent presque déjà cuites. Puis vient la noix de bétel, appelée buet. Mâchée avec un peu de poudre de chaux et une tige verte de moutarde, elle est la grande habitude nationale. Environ 60% des adultes en mâchent régulièrement. On en vend à chaque coin de rue, emballé dans du papier journal pour quelques pièces. Et enfin, il y a le café. La vallée de Wagi, dans les Hautes-Terres, produit certains des meilleurs arabicas du Pacifique. Votre prochain cappuccino dans un café londonien a peut-être poussé sur une montagne où un homme uli à perruque entretient son jardin. Ici, la nourriture nourrit plus que le corps. Elle nourrit le wantok. Mais derrière la chaleur du mumu se cache un souvenir plus sombre, qui a autrefois dérouté les scientifiques du monde entier. 9. Le mystère de la maladie de Kuru. Au milieu du XXe siècle, chez le peuple fort des Hautes-Terres orientales, une maladie étrange a commencé à emporter des vies, surtout des femmes, surtout des enfants. Les symptômes étaient terribles. Tremblements incontrôlables, perte d'équilibre, puis perte progressive de la capacité à marcher ou à parler. Les forts l'appelaient Kuru, le frisson. Personne dans le monde extérieur n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Pendant des années, les scientifiques n'ont pas réussi à identifier la cause. Ce n'était pas un virus, ce n'était pas une bactérie. La percée est venue d'un médecin américain, Daniel Carleton Gage-Dussek, qui travailla avec les forts dans les années 1960. Il rattacha la maladie à quelque chose de presque inimaginable. Une protéine, même pas vivante, qui se repliait de manière anormale et endommageait lentement le cerveau. Il l'appela alors un virus lent. Des décennies plus tard, cette découverte devint la base de ce que l'on nomme aujourd'hui les maladies à prions. En 1976, Gage-Dussek reçut le prix Nobel de médecine. La maladie était liée à un ancien rite funéraire, une pratique de deuil que de nombreuses cultures ont depuis abandonnée, et qui fut découragée dans la communauté fort dès les années 1950. Quand la coutume disparut,
la maladie recula avec elle. Le dernier cas confirmé de Kuru fut enregistré en 2005. Certains patients avaient porté le prion pendant près de 50 ans avant l'apparition des symptômes. Un chapitre entier de l'histoire médicale, venu d'une vallée pacifique dont le monde n'avait jamais entendu parler, a transformé notre compréhension du cerveau humain. Aujourd'hui, les Forts sont un peuple agricole pacifique. Leur histoire est celle du courage. Une petite communauté qui a ouvert sa douleur aux scientifiques extérieurs, et ce faisant, a offert au monde une découverte récompensée par un prix Nobel. 10 lieux qui semblent venir d'une autre planète. Voici 10 endroits de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ressemblent moins à des destinations qu'à des mondes séparés. 1. Le Kokoda Track, un sentier de jungle de 86 km à travers la chaîne Owen Stanley, célèbre pour son rôle dans la campagne du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 2000 touristes l'ont parcouru en 2024. 2. Les fjords de Tufi. Des falaises vertes abruptes plongent dans une mer turquoise. Les habitants l'appellent la Norvège du Pacifique, même si la Norvège n'a rien d'aussi chaud. 3. Kim Bay. Une seule baie contenant plus de 400 espèces de coraux, soit environ la moitié de toutes les espèces de coraux de la planète. 4. Le mont Wilhelm. Avec ses 4509 mètres, c'est le plus haut sommet du pays. Par temps clair, on peut apercevoir les deux côtes en même temps. 5. Le fleuve Sepik. Une voie d'eau de 1100 km bordée de villages où les sculpteurs sur bois façonnent des visages d'ancêtres depuis des générations. Chaque matin, des pirogues surgissent de la brume comme dans un rêve. 6. Rabaul. Une ville à moitié ensevelie sous les cendres volcaniques en 1995 qui se reconstruit lentement à côté du cône fumant du mont Tavurvur. 7. Les îles Trobriand. Des atolls coralliens plats où les femmes possèdent la terre et où d'anciennes danses de séduction ouvrent encore la récolte des ignames. 8. Mount Hagen, la capitale des Hautes-Terres où chaque mois de septembre, le plus grand Sing Sing du monde explose en couleurs. 9. Le parc national de Varirata. Juste à l'extérieur de Port Moresby, c'est l'un des endroits les plus accessibles au monde pour observer les oiseaux de paradis. Ces danseurs rouges, dorés et flamboyants qui donnent au pays sa couronne vivante. 10. Loloata Island. Une petite île à quelques minutes en bateau de Port Moresby, où les raies manta glissent dans les eaux tièdes et où l'on s'endort au son des requins de récif chassant au crépuscule. La plupart de ces lieux voient passer moins de visiteurs étrangers en un an qu'une capitale européenne en un week-end. La Papouasie-Nouvelle-Guinée reste l'un des grands secrets de la planète. Mais chaque secret a une porte d'entrée. Et pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette porte est une ville que beaucoup de voyageurs n'osent jamais vraiment franchir. 11. Port Moresby, développement contre danger. Port Moresby s'étend sur une péninsule sèche et vallonnée de la côte sud. C'est la capitale, la plus grande ville du pays, et elle porte depuis des années une étiquette inconfortable, celle de l'une des villes les plus difficiles du monde. Son histoire est lourde. La guerre a laissé certaines parties de la ville fragmentées. Des décennies de migration rurale vers la ville ont dépassé la capacité de création d'emplois, et des quartiers entiers ont grandi plus vite que les écoles ou les services publics. Des groupes de rue opportunistes, appelés localement rascals, sont devenus récurrents dans les titres de presse. Le fil barbelé et les quartiers fermés sont entrés dans le paysage. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Depuis que le pays a accueilli l'APEC en 2018, avec cette flotte de Maserati empruntée garée près du front de mer, devenue une plaisanterie douce amère du Pacifique, Port Moresby change silencieusement. Un nouveau quartier portuaire a vu le jour. Une rocade à 4 voies relie l'aéroport au centre-ville. Les revenus du gaz naturel liquéfié ont soutenu l'émergence d'une classe professionnelle. En 2024, la ville a accueilli un nombre record de conférences régionales. Les incidents signalés dans plusieurs districts ont diminué pour la première fois en 10 ans. Port Moresby reste une ville de contraste. Dans un quartier, des expatriés boivent du café issu des Hautes-Terres. Dans un autre, une grand-mère tient un étal de marché sous une tôle ondulée. Ce qui relie les deux, c'est le One Talk. Et c'est ici qu'une vraie question se pose.
Échangeriez-vous la sécurité tranquille de votre ville contre la chaleur, l'imprévisibilité et le profond sens communautaire d'un lieu comme Port Moresby? Car plus loin à l'intérieur des terres, la véritable histoire de ce pays s'écrit pas après pas. 12. La dernière grande nature sauvage. Regardez la carte. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se situe à l'est de l'Indonésie et au nord de l'Australie. L'île principale, la Nouvelle-Guinée, est la plus grande île tropicale du monde. Plus de 80% du pays est recouvert de forêts tropicales. Une canopée verte qui s'étend de la côte aux forêts de nuages jusqu'aux glaciers proches de l'équateur. Le nom lui-même raconte une histoire. Papua vient de l'ancien mot malaise papua, qui signifie « cheveux crépus », en référence au peuple mélanésien vivant ici depuis plus de 50 000 ans. Nouvelle-Guinée fut ajoutée en 1545 par un navigateur espagnol qui croyait que les habitants ressemblaient au peuple de la côte de Guinée en Afrique. Deux noms étrangers, dont aucun n'a été choisi par ceux qui appellent cette terre leur foyer. Une étude publiée en 2020 dans Nature a confirmé que la Nouvelle-Guinée abrite 13 634 espèces de plantes vasculaires. Plus que Madagascar, plus que Bornéo, ce qui en fait l'île la plus diversifiée botaniquement sur Terre. 5% des espèces de la planète vivent sur moins d'1% de ces terres. Des oiseaux de paradis traversent la canopée en éclairs d'or et de rouge. Presque chaque semaine, de nouvelles grenouilles, de nouveaux mammifères et de nouvelles orchidées y sont décrits. Le sol lui-même reste vivant. La Papouasie-Nouvelle-Guinée repose sur la ceinture de feu du Pacifique. Le mont Tavurvur, près de Rabaul, a enseveli une ville en 1984 et continue encore aujourd'hui de respirer de la fumée. Mais cette nature sauvage n'est pas éternelle. Selon Global Forest Watch, le pays a perdu environ 1,95 million d'hectares de forêts primaires depuis 2000, en grande partie à cause de l'exploitation forestière illégale. Pourtant, cette forêt n'est pas vide. Caché dans ses vallées, un monde unique continue de vivre. 13. L'avenir de la dernière grande nature sauvage. Alors, où va la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Le pays se tient à un carrefour que peu de nations ont affronté aussi ouvertement. D'un côté, l'une des dernières grandes forêts sauvages en dehors de l'Amazonie et du Congo. De l'autre, une population en croissance, un boom des exportations de gaz naturel liquéfié et une déforestation qui, depuis 2000, a effacé une surface de forêt tropicale plus grande que la Jamaïque. Fin 2024, les premières familles des atolls Carteret, un minuscule anneau d'îles au nord du continent, ont achevé leur déplacement vers des terres plus hautes à Bougainville. Elles sont largement considérées comme la première communauté du Pacifique déplacée par la montée des eaux. Leurs enfants parlent une langue qui n'a déjà plus d'île natale. C'est la migration climatique en temps réel dans un pays qui contribue presque rien aux émissions mondiales. Et pourtant, derrière chaque titre décourageant, un Papou néo-guinéen construit quelque chose de neuf. Un jeune garde forestier dans le CEPIC dirige un programme communautaire autour des crocodiles. Un pasteur à Mount Hagen tient un refuge pour femmes. Un adolescent programmeur à Port Moresby développe des applications en Tok Pisin. Un ancien de village enseigne le rotokas à sa petite fille pour que la langue ne disparaisse pas. La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas un musée du passé, c'est un laboratoire du futur. La question n'est pas seulement de savoir si le XXe siècle finira par rattraper ce pays. C'est aussi de savoir si le XXe siècle apprendra enfin quelque chose de lui. La dernière grande nature sauvage est encore debout. Reste à savoir ce que le reste du monde choisira d'en faire. Des 843 langues de ces peuples à la perruque de 18 mois d'un chef des Hautes-Terres. D'un four de terre nourrissant 100 cousins à une petite fille traversant une rivière bordée de pitons pour apprendre le mot océan. La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas le pays promis par les titres sensationnalistes. Elle est plus silencieuse, plus étrange, plus chaleureuse, plus ancienne. Elle est un miroir tendu au reste d'entre nous, montrant ce que nous aurions peut-être été avant que le monde ne commence à aller si vite. La dernière grande nature sauvage oubliée par le XXIe siècle, elle, ne nous a pas oubliés. Elle est toujours là. Elle respire, elle peint son visage, elle porte un bébé dans un bilum, elle traverse une rivière pour aller à l'école.
Si ce morceau du Pacifique vous a touché, partagez-le avec une personne qui n'a jamais entendu parler de ce pays. Chaque partage repousse un peu les récits qui le déforment. Et si vous voulez d'autres voyages silencieux vers les coins du monde que la plupart des émissions ignorent, abonnez-vous. Nous vous retrouverons dans la prochaine vallée.